décembre. Alors Emmanuel Macron était en Chine en fin de semaine dernière. Il a donné une interview à nos confrères des Échos dans l'avion du retour. Et dans cette interview, le chef de l'État brandit la menace d'une hausse éventuelle des droits de douane face à la Chine. Il dit aussi qu'il faut travailler à notre compétitivité, évidemment. Et c'est un peu les deux écoles qui s'affrontent. Est-ce qu'on doit dresser un dôme protectionniste au-dessus de l'Europe pour, comme le dit par exemple Nicolas Dufourcq de BPI France, protéger nos PME de la Pologne à la Bretagne? Ou alors est-ce qu'il faut accepter qu'on abandonne des pans entiers de notre industrie qui, de toute façon, ne seront plus compétitifs face à l'offre chinoise, et on pense à l'automobile, bien évidemment, pour se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on vend bien à l'international, sur le luxe, sur les cosmétiques, sur les utilities. On a quand même des champions en Europe aussi. Je commence avec vous, Olivier Babot. Je prends l'exemple de Luca De Meo assez régulièrement. Ouais. Luca De Meo, il a quitté l'automobile pour aller vers le luxe. Est-ce que ce n'est pas un indicateur avancé de ce que risque de devenir l'économie européenne bientôt ? Il faut être lucide, le pays le moins développé maintenant, c'est nous. Comme je disais, on est sorti de l'histoire, la France et puis d'ailleurs l'Europe. On a loupé tous les tournants technologiques depuis les années 90. On s'est massivement désindustrialisé, la France plus que les autres. Et on n'a plus aucune grande entreprise parmi les 25 plus grandes entreprises mondiales. C'est comme, il faut voir la rapidité avec laquelle on est tous sortis de l'histoire. Et en fait, on s'en est pas aperçu puisqu'on vivait un peu longtemps sur notre acquis, on vivait grâce à la dette. Et puis, on voyait la Chine, parfois un peu de commisération. Quand je faisais mes études dans les années 80-90, la Chine, on n'en parlait même pas. Les mecs mouraient de faim, ça n'existait même pas. On parlait du Japon, évidemment, mais ils mouraient de faim par millions, donc ça n'existait même pas. C'était un pays, c'était le Moyen-Âge. La rapidité avec laquelle ils se sont développés, et il faut bien voir que maintenant, si on prend la technologie sur les automobiles, par exemple, ils sont objectivement très très bons, ils sont objectivement meilleurs, avec des coûts inférieurs. On a été extrêmement naïfs. Eux n'ont jamais eu une politique d'ouverture, c'est pas vrai. Ça a toujours été une politique où il fallait apporter, faire des transferts de technologies dont ils ont pu profiter, même si maintenant ils ont les leurs. Oui, maintenant les rôles sont inversés, donc il faut au moins avoir la lucidité de s'en apercevoir. Oui. Probablement, moi qui ai toujours été, bien sûr que le libre-échange est meilleur collectivement, mais je crois que maintenant il faut qu'on soit beaucoup moins naïf, il faut qu'on mette évidemment des clauses miroirs, il faut qu'on soit beaucoup plus protectionniste. Il y a au moins un moment où le protectionnisme peut justifier dans la théorie économique, c'est quand il est éducateur. Au point où on en est, en fait, c'est un peu ça, le protectionnisme éducateur. Qu'est-ce que c'est du protectionnisme? C'est-à-dire qu'on se protège le temps de développer notre propre industrie. En tout cas, on essaye de se mettre un petit peu à égalité. On ne peut pas juste accepter l'idée qu'on va perdre notre industrie en disant on va être meilleur sur le luxe et le tourisme et peut-être un petit peu le vin, parce que c'est très illusoire. En réalité, c'est une peau de chagrin, on va se retrouver avec rien du tout. On adore acheter, mais en fait, on va avoir de moins en moins de choses à vendre. Non, il faut collectivement qu'on réagisse de façon extrêmement forte. Cette prise de conscience, elle est en train d'arriver quand même, Rafik Smati, non ? On a l'impression que tout le monde est en train d'ouvrir enfin les yeux en Europe. On n'a pas toujours les solutions encore. Mais est-ce que moi, la prise de conscience est là ? La prise de conscience est en train d'arriver. On est en train de comprendre ça peut être violent, de réaliser que la Chine n'est pas que le pays qui produit des produits bas de gamme. Non, la Chine aujourd'hui est un pays d'ingénieurs. Un tiers des étudiants aujourd'hui en Chine sont des ingénieurs. Vous avez en ce moment, en Chine, 7 millions d'ingénieurs en formation. 150 000 en France. Souvent avec un niveau supérieur au nôtre. Avec un niveau supérieur, et notamment en mathématiques, qui sont la matière d'excellence de l'avenir. Donc, pour poser le débat, on est en train de parler de ça. On n'est plus en train de parler de la Chine des années 70. On est en train de parler de la Chine qui est en train d'écrire l'avenir, qui est en train de rivaliser, et à certains égards d'ailleurs d'être plus performante et plus efficace que ce que font les États-Unis. Donc, c'est de ça dont on parle. Alors, quand on est confronté à une telle situation, soit on la regarde de manière passive, soit on fait comme l'Europe, on légifère, on invente un IA Act pour se protéger contre les méchants innovateurs américains et chinois, soit on prend acte de la révolution en cours et on essaye de se mettre en attaque plutôt qu'en défense. Aujourd'hui, on est en défense en permanence. On a mis tous nos joueurs face au but adverse et on essaye de se défendre. Mais il n'y a personne pour aller marquer des buts. Aujourd'hui, on est condamné. Si on veut exister dans la grande bataille qui vient, on est obligé d'être en attaque. Être en attaque, c'est quoi ? Eh bien, c'est accepter, par exemple, l'idée de rentrer dans des rapports de force. Mais des rapports de force efficaces, parce que la Chine est beaucoup plus puissante que nous. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que le rapport de force entre la France et la Chine... Oui, mais je vais vous dire quel pourrait être... Un peu compliqué. Non, mais je vais vous dire quel pourrait être un rapport de force crédible et acceptable.
quand nous avons exporté un certain nombre de produits en Chine dans le passé, ils exigeaient, ça faisait partie du deal, un transfert de compétences. Oui. Eh bien, nous devrions être et souvent en mesure... un partage actionnarial. Exactement, et un partage actionnarial. Nous devrions être en mesure de demander à la Chine, et ça ne serait pas être arrogant ni faire une offense à ce qu'ils font aujourd'hui, à leur dire, OK, vous voulez pénétrer le grand marché de 450 millions de consommateurs de type classe moyenne européen, eh bien pour ça, on va vous demander de créer des entreprises en Europe, de vous associer avec des acteurs européens et de prévoir un transfert de technologie. Pourquoi je vous dis tout ça, Raphaël ? C'est que il est temps aujourd'hui de se remettre dans une logique de planification. La bataille actuelle, que ce soit dans le domaine du quantique, que ce soit dans le domaine de l'IA, que ce soit dans le domaine du spatial, on ne la gagnera pas ces 2 prochaines années. Si on peut avoir une chance de la gagner, il faut qu'on ait un projet à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est le grand retour de la planification dont nous avons besoin. Et donc la planification, c'est-à-dire être capable d'avoir cette vision à 10 ans ou à 20 ans, elle exige un transfert de compétences dans la durée. Donc on ne va pas chercher à gagner le bras de fer avec la Chine dans l'année qui vient, ça ne marchera pas. On ne va pas bomber le torse, on ne va pas aller faire croire qu'on est meilleur qu'eux, ça ne marchera pas, on ne sera pas crédible. En revanche, l'idée qui consiste à dire que certains véhicules BYD vont être fabriqués en Europe et en France si possible, avec un transfert de compétences et avec une logique de JV, de joint venture, là c'est quelque chose que nous serions en mesure d'expliquer à la Chine et qu'ils accepteront parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'être arrogants. On est en train de sortir de l'histoire, vous l'avez dit. On est en voie de tiers-mondisation, mais on a encore un gros marché, 450 millions de personnes, qui fait rêver tout le monde. Nous avons des ingénieurs, alors certes beaucoup moins que la Chine, nous avons des mathématiciens, donc il est encore temps de faire quelque chose. Encore faut-il avoir cette vision politique à long terme, ce que... par définition, le contexte politique actuel interdit, et encore faut-il avoir un vrai leadership européen, ce qui n'est hélas certainement pas le cas avec Ursula von der Leyen et ses amis. Oui, dramatiquement aujourd'hui. Même question, Erwan Tison, est-ce qu'on doit ériger des barrières douanières massives pour protéger notre économie européenne ou miser sur la compétitivité de nos entreprises ? 2 choses. Premièrement, moi je pense, comme d'autres, que la vraie souveraineté, c'est la réciprocité des dépendances. La question, c'est quelle dépendance allons-nous créer auprès de la Chine dans les prochaines années pour justement nous assurer notre propre souveraineté ? Parce qu'on peut ériger effectivement des barrières douanières, on peut faire du protectionnisme, etc. Si on n'a rien à échanger en retour, ça ne marchera pas. Un exemple empirique, c'est la fameuse diplomatie du Doliprane qui s'est passée en avril 2020. Vous vous rappelez, l'Inde décide de fermer ses exportations de Doliprane. Tous les pays tapent à la porte en disant on a besoin effectivement de principes actifs, etc. Il a fallu que Joe Biden, à l'époque c'était Donald Trump, arrive en disant si jamais vous n'ouvrez pas les frontières, moi j'annule les commandes de puces de guidage pour vos missiles air-sol. Et ben là, ça s'est décidé en l'espace de 24 heures, la réouverture des exportations. Donc c'est ça en fait la souveraineté. La question c'est sur quoi est-ce que nous on est capable. Et donc là, si la Chine nous ferme les terres rares, on leur fermerait, je sais pas. C'est ça la question. La question crèmes c'est L'Oréal ou la vente de. Mais non, mais c'est pour ça vous dites effectivement il faut miser sur des avantages comparatifs instantanés, mais ils sont pas essentiels. Et en plus de ça, on sait très bien que l'économie chinoise tend justement à s'hyper spécialiser aussi sur le luxe pour ne plus dépendre du continent européen. Donc, une fois qu'on a posé cette question-là, la question c'est comment est-ce qu'on assume justement notre leadership. Notre leadership, on peut l'assumer en comprenant qu'on a changé de monde. C'est-à-dire qu'on est passé d'une économie capitalistique qui était dominée par la loi ricardienne des rendements décroissants. Oui. Donc, les rendements décroissants, c'est quoi ? C'est plus j'utilise un facteur de production, moins il est performant, à la loi de Roemer sur les rendements croissants. C'est-à-dire que quand on dit souvent que l'IA est un changement civilisationnel, c'est pas uniquement du marketing, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, toutes les lois sur lesquelles nous avons basé notre croissance ces 200 dernières années sont caduques, ou en tout cas doivent être complétées. Et la loi des rendements croissants, c'est peut-être la loi la plus puissante qui existe d'un point de vue économique de ces 200 dernières années. Expliquez-nous. Elle nous explique quoi ? Elle nous explique qu'une technologie, plus on va l'utiliser, plus elle sera performante. Donc en fait, pour la première fois dans notre histoire, on a une fuite en avant, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir, quand on a un acteur qui est puissant sur un marché, en plus avec des effets de réseau, avec des effets superstars, etc., cet acteur-là a la possibilité de rester en place et donc du coup de consolider son monopole. Concrètement, ça veut dire on a vu sur le numérique. Exactement. Là où avant on avait une revitalisation des leaders mondiaux tous les 40-50 ans parce que justement ils déclinaient, ils avaient des rendements décroissants, aujourd'hui on va avoir l'exact inverse. La question c'est comment est-ce que nous on fait justement pour être bon sur certains rendements croissants. Et donc ça ne sert plus à rien je pense de se battre sur les technologies sur lesquelles la Chine est forte, mais il faut du coup anticiper le coup d'après. Il y a un coup d'après là-dessus on était très fort jusqu'en 2017-2018, c'était par exemple pour reprendre l'exemple du véhicule, c'était le véhicule autonome. Le véhicule autonome, on sait très bien que la guéguerre qu'on a aujourd'hui sur l'énergie, elle sera
ridiculement marginal quand justement on n'aura plus de conducteurs. Pourquoi ? Parce que 70% de la valeur à venir dans un véhicule autonome, ça sera le logiciel. Et on avait Navia, on avait Valeo pour tout ce qui était capteur, qui nous permettait tout simplement de se dire, c'est pas grave si on fabrique pas les habitacles en France, c'est pas grave si tout ça c'est externalisé en Roumanie, en Chine ou au Vietnam, tant que justement la tête pensante de la voiture est chez nous. Vous parlez à l'imparfait. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a tout simplement dit, principe de précaution, attention, cette technologie-là, ne l'utilisez pas. Ou alors, on a donné, c'est simple, on a donné 10 km en rond pas très loin de Rouen pour permettre à nos véhicules de circuler. Et donc, ce qui fait que, vu qu'on n'a pas compris que les rendements croissants aujourd'hui, c'est ça qui dominait le monde et ça qui dominait l'économie, on n'a pas justement permis à notre technologie d'apprendre et justement de se développer pour être des champions mondiaux là-dessus. Donc, en fait, c'est peut-être pas encore trop tard, mais on a raté la prochaine révolution. Et quand on voit ça on multiplie ça à d'autres secteurs comme l'énergie, comme le transport, comme l'aérien, comme l'aéronautique, on se dit que par principe de précaution et parce qu'on veut à chaque fois réguler l'innovation de manière ex ante plutôt que de le faire ex post, c'est-à-dire ceinture et bretelle avant plutôt que de réparer les dégâts, et ben en fait malheureusement tout ce génie dont vous avez parlé avant, on l'a complètement gâché. Donc il n'est pas encore trop tard, mais ça demandera là aussi d'adapter nos structures politiques et administratives pour passer vraiment d'un principe de précaution à un principe de risque. Ça nous permettra peut-être de enfin faire tourner un petit peu toutes nos machines qu'on a sur notre territoire et de créer nos propres futures dépendances avec la Chine. Oui, c'est un changement culturel absolument majeur et qui prendra sûrement un petit peu de temps. Mais c'est la seule condition à laquelle on y arrivera, Raphaël. Qu'est-ce qu'on a anticipé pour l'économie d'après ? On a perdu sur la robotisation, on a perdu sur le numérique. On n'est plus vraiment en selle pour l'intelligence artificielle, même si on pousse énormément Mistral. On voit que les ordres de grandeur n'ont rien à voir avec ce qui se passe ni aux États-Unis, ni en Chine. Qu'est-ce qu'on a pour le coup d'après ? Quantique, silence sur le plateau. Vous me faites très peur. On n'est quand même pas complètement perdu. Quantique, véhicule autonome, on sait que le spatial, les télécommunications, par exemple en Europe, c'est quelque chose qui est souvent répété sur votre plateau, on a 130 opérateurs téléphoniques. Si par exemple demain on opérait une consolidation en ayant 5, on ferait des économies d'échelle, des économies de rendement et des rendements croissants qui seraient absolument fantastiques et qui nous permettraient, avec des programmes spécifiques via Ariane, d'avoir effectivement des télécommunications qui soient un programme qui soit peut-être aussi ambitieux que celui de SpaceX. SpaceX, il y a 10 ans, c'était rien. Donc en fait, le temps aussi s'est énormément raccourci. On peut effectivement faire émerger des champions de manière extrêmement rapide, à condition d'y mettre le paquet financier et réglementaire. Et lever les barrières au sein de l'Europe. Ça demanderait un changement majeur, en particulier la politique de concurrence. Parce qu'il faut rappeler qu'une des erreurs de l'Europe, une des naïvetés, si vous voulez, c'est qu'on a privilégié énormément le consommateur. On a dit il nous faut des prix bas, il nous faut de la diversité. Alors des prix bas de la diversité de l'offre, ça on en a. Oui, mais on est tous très contents de payer nos forfaits téléphoniques 10 € aujourd'hui. Oui, ou plutôt le t-shirt à 1 € plutôt que le t-shirt local qui en coûterait probablement 10 à 15 fois plus. Sauf que ce qu'on a dit du coup, dès qu'on avait des géants, dès qu'on avait des entreprises européennes qui voulaient s'allier, oh là là, droit de la concurrence, c'est pas possible, le consommateur va très mal en vivre. Et du coup, on n'a jamais créé les géants que tous les autres ont. On s'est complètement préservé de ces effets. On n'a évidemment pas créé nos grandes plateformes non plus. Il y a aussi, c'est pour boucler ce qu'on a dit tout à l'heure, un état d'esprit qui est plus celui de l'innovation, mais qui est plus celui de l'achat, de la certitude contre le risque. Et ça, c'est évidemment dramatique. On n'a pas voulu faire ça, et je crois que c'est David Bavrez qui a écrit un très bon livre, Bienvenue en économie de guerre, où il explique que l'économie de guerre, c'est une économie qui repose sur l'offre, c'est-à-dire que vous allez produire, et produire en utilisant toutes les capacités de synergie. Donc, vous allez grandir. On n'a pas voulu faire ça, on n'a pas voulu créer aussi, c'est sans doute très, très compliqué pour l'Europe, mais ce marché des capitaux, cette union des marchés, en particulier réglementaire, qui aurait permis plus facilement la croissance de ces géants. Donc on n'a aucun de ces géants. Nous sommes des nains, nous sommes nanisés, c'est dwarfed en anglais, il montre ça. L'Europe est nanisée. Et donc c'est très difficile de remonter la pente. C'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions bonnes maintenant, mais le temps qu'on arrive à nouveau à recréer, regardez, derrière les robots humanoïdes, c'est compliqué de dire aujourd'hui, on disait le quantique peut-être, effectivement, peut-être la révolution demain de l'énergie avec la fusion nucléaire. Il y a des trucs, mais il faut s'y positionner très en amont. Et effectivement, ne pas avoir le syndrome de la ligne Maginot et se dire, tiens, maintenant, on va essayer d'être bon sur l'intelligence artificielle, c'est raté. Je veux dire, il faut être assez lucide. Il va falloir c'est un très big business, c'est à coût de centaines de milliards d'euros d'investissement. Ça se joue à coût de centaines de milliards maintenant. On les a pas. Effectivement. J'adore Mistral, mais qui utilise le chat ici, je veux dire, bon, entre nous. Que je trouve d'ailleurs objectivement d'un point de vue économique plus puissant et plus pertinent que ChatGPT.
Parce que tout simplement en termes de sources, en termes de raisonnement et en termes de connexion entre différentes données, je trouve qu'il est plus intuitif il est plus malin que ChatGPT. Oui, Made in France, ça fonctionne, Olivier. Rafik Smati, le grand spécialiste de l'intelligence artificielle, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'on a perdu la bataille de l'IA en Europe? On a perdu la bataille des LLM probablement, mais l'avenir sur la super intelligence. Mais l'avenir n'est pas forcément du modèle. Voilà. Non, mais vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui en France et en Europe n'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de génie, c'est un problème politique. Je dis les choses clairement, de manière basique. Les véhicules autonomes, nous avions les capacités de le faire. On se croit plus intelligent que les autres. On interdit les conduites autonomes de niveau 4 et 5 en Europe. Donc voilà, donc c'est juste pas possible. Vous avez ce principe de précaution qui bride tout. Vous avez dans le domaine de l'IA, l'acte fondateur de l'Union européenne, c'est l'IA Act. C'est un acte de régulation. Oui. Le monde entier est en train d'être en mode conquête. Nous, on est en régulation. Allez à Shenzhen et vous comprendrez ce qui se passe. Quand vous entrez dans une usine, qu'il n'y a pas de clim, que les lumières sont éteintes parce que vous avez des robots qui tournent tout seuls, quand vous avez des voitures autonomes et des taxis autonomes, que ce soit à Shenzhen ou que ce soit avec Waymo à Houston ou à San Francisco. Ou à Londres, ou à Londres qui arrive très vite, et que tout ça est juste interdit chez nous. Je crois que nous sommes aujourd'hui responsables de notre problème. C'est-à-dire que à force d'être prisonniers de la protection, à force de vouloir dire non mais nous on est là, nous on est plus intelligents que les autres, on va vous protéger contre le mal. Mais pendant ce temps-là, les autres ils font, les autres ils avancent, les autres ils créent. Et à chaque fois que je reviens des États-Unis, et bientôt d'ailleurs je compte aller faire une virée à Shenzhen pour voir ça de mes propres yeux, je sais que je vais me prendre une baffe. Parce que le monde avance et le monde ne nous attend pas. Donc il faut qu'on arrête avec notre complexe de supériorité européen qui consiste à dire nous on va faire un DSA, on va faire un DMA, on va faire un IA Act, et avec ça on sera les maîtres du monde en numérique. Ben non, c'est un petit peu compliqué que ça. Je vous le dis, Raphaël, on a les ingénieurs, on a un génie entrepreneurial en France. Moi je rencontre des entrepreneurs réels et en puissance tous les jours. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils vont aller entreprendre à l'extérieur de France. Il n'y en a pas qu'en France, et deux, les salaires sont meilleurs ailleurs. Exactement, parce que les signaux envoyés ne sont pas forcément les bons. Donc le terreau, malgré tout, est extrêmement fertile. Vous enlevez de la réglementation et vous mettez une logique objectivement tournée vers l'avenir. Prenez l'exemple du nucléaire. Avantage compétitif majeur. Le président de la République a annoncé en 2022 un projet de 6 nouveaux EPR et 8 en option. Il n'y a pas eu une seule brique qui a été posée. Enfin, c'est pas sérieux. Quand on a un avantage compétitif, parce que quand on parle d'IA, l'énergie et de véhicules autonomes et de robots, tout ça, les armées de robots, les milliards de véhicules autonomes, il va falloir les alimenter en énergie. On a la base pour ça. Ça s'appelle le nucléaire. On a prévu 14 réacteurs de type EPR. Il y a quelques petits problèmes de financement qui sont réglés, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement n'y travaille pas non plus très activement. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a quelques petits problèmes de financement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est capable de s'endetter pour payer des retraites, on est capable de s'endetter pour payer des chèques énergie, mais on n'est pas capable de s'endetter pour payer l'énergie qui va assurer la souveraineté de la France ces 50 prochaines années. Un mot sur, c'est le dernier thème des experts aujourd'hui, le plan Made in Europe qui devait être présenté demain par la Commission européenne et qui devait notamment instaurer une préférence européenne. C'était beaucoup défendu par le commissaire français à l'industrie, Stéphane Séjourné. On parlait de la politique industrielle justement avec vous, Olivier Babot, tout à l'heure. La Commission a vu des dissensions entre les États membres, c'est toujours le même problème au sein de l'Europe, donc on se mette d'accord, a repoussé ce plan Made in Europe à au moins au plus tôt, fin janvier 2026. Est-ce qu'on peut bâtir, Erwan Tison, une politique et une stratégie industrielle cohérente quand les États membres ne sont pas d'accord les uns avec les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts économiques? Alors oui, d'ailleurs il y a pas mal de papiers universitaires qui pointent là-dessus, qui sont en train d'être rédigés là-dessus, une littérature émergente très intéressante. En fait, on peut le faire, mais pas à 27. C'est ça la question. En fait, il y a la solution que nous disent les économistes, c'est qu'il faut cartographier déjà les forces et les faiblesses en Europe et créer des clusters interindustriels. Par exemple, avoir de la chimie effectivement entre l'Allemagne et le nord de l'Europe, avoir de l'agriculture au niveau du sud de l'Europe, avoir effectivement de l'IA ou de l'industrie un peu plus lourde, que ce soit dans la fameuse Europe centrale. Et donc l'idée, c'est de se dire, il faut effectivement qu'il y ait ces clusters qui soient réalisés, donc des coopérations Est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe au niveau du spatial, au niveau de la défense, le projet Provo, Thales Leonardo ça se fait de manière poussive. Ça se fait de manière poussive, ça se fait sur certains secteurs, et ça se fait de manière extrêmement diffusée et extrêmement
d'un point de vue temporalité, on n'a pas les mêmes choses en même temps. Ouais. Il y a une chose qui serait très simple, et c'est là-dessus qu'on attend quelque part la Commission européenne, sans partir sur le volet planification, mais c'est de se dire effectivement, on va abolir énormément de nos règles, le faire comme Juncker avait dit par exemple déjà de supprimer la règle de l'unanimité pour passer une règle de majorité, et on va voter tout simplement des financements et des allègements un petit peu sous côté bac à sable, des allègements normatifs sur certains secteurs dans certaines zones géographiques européennes. Là aussi, est-ce que ça n'existe pas avec les PIEC? Non, parce qu'on n'a pas le volet... Des projets qui permettent, projets européens d'innovation, qui permettent de se libérer de certaines contraintes normatives. Mais on n'a pas le côté bac à sable, on n'a pas le côté faites la preuve justement de la nécessité de votre technologie, et on a l'évaluation ex post. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours cette évaluation ex ante qui du coup nuit quelque part à ce côté investissement. Si on met l'effort, si on a effectivement, quitte à faire des emprunts européens, un gros emprunt européen, en tout cas flécher les budgets qu'on a actuellement, quitte à mutualiser certaines de nos ressources, parce que de toute façon, on se targue toujours d'avoir un marché de 400 millions de... Mais c'est faux, ça n'existe pas le marché de 400 millions de consommateurs. À part la monnaie commune, on ne partage rien d'autre en commun. On n'a pas, sans revenir sur le rapport McCarthy 56, non mais on n'a pas l'Union européenne n'a pas d'existence politique et budgétaire. Tant qu'elle n'aura pas ça, elle ne pourra pas exister en commun. Donc, peut-être il faut aussi, les révolutions se font aussi dans les crises, peut-être qu'on pourra se permettre justement de créer une véritable Union européenne telle qu'elle est nécessaire, parce que justement on a besoin d'un levier fiscal et budgétaire qui soit commun pour compléter le budget monétaire, et c'est à ces conditions-là qu'on pourra justement faire des investissements ciblés, régionalisés sur certains secteurs pour faire émerger des champions régionaux. Bon, la crise existentielle, elle arrive là quand même, tout le monde alerte, de Mario Draghi jusqu'à la politique, la nouvelle stratégie de politique internationale présentée par les États-Unis vendredi. Je reviens sur la souveraineté industrielle. Est-ce que le report du plan Made in Europe est un coup dur pour la souveraineté industrielle européenne ou pas, Olivier? Oui, je pense parce que ça prouve encore une fois notre incapacité à se mettre dans la temporalité, dans le rythme où vivent les autres pays. Quand les autres sont capables de construire, de s'implanter en quelques mois, nous, c'est comme si on vivait dans un temps complètement différent. C'est souvent des problèmes de décalage d'ailleurs dans les rythmes, comme il y a un problème de décalage entre le temps économique, le temps politique, le temps judiciaire, par exemple. On a exactement ce problème-là. Quand on enseigne la stratégie, on dit qu'il faut à tout prix éviter d'être ce qu'on appelle stuck in the middle, collé au milieu, c'est-à-dire ni bas de gamme ni haut de gamme. Le bas de gamme, ça peut être très bien, le low cost, c'est super efficace. Quand vous êtes haut de gamme, il faut l'être vraiment. Quand vous êtes ni l'un ni l'autre, vous avez les inconvénients de tout. L'Europe, il faut bien le dire, nous a stuck in the middle, on est au milieu. On n'est pas assez fédéraux. Si on avait beaucoup plus fédéraliste, si on avait à marche forcée vraiment créé, je ne dis pas que c'est ça qu'il fallait faire, mais si on avait créé un vrai marché unifié, au niveau de la réglementation politique, avec un budget, là on pouvait faire quelque chose et prendre des décisions, et là on était effectivement puissant à 450 millions. Ou alors, il aurait fallu ne pas perdre notre souveraineté au niveau des États et être capable de réagir avec un principe de subsidiarité économique qui fait qu'on va prendre la décision au meilleur niveau. Et malheureusement, on est entre les deux. On a perdu la souveraineté, mais on n'est pas assez fédéraux, et on a cru que l'union allait se faire, l'union sur le réglementaire allait se faire beaucoup plus facilement, et c'est pas du tout réglementaire et politique, et c'est pas du tout ce qui se passait. On parlait tout à l'heure des salaires, c'est là qu'il faut voir le côté cercle vicieux terrible. Si on a un brain drain terrible, c'est-à-dire une fuite des cerveaux, si on a du mal aussi à créer, c'est que de plus en plus on est pauvre en fait, on s'est appauvri. En PIB par tête, on a décroché l'Europe par rapport au reste du monde et la France par rapport à l'Europe. Ça veut dire qu'on paye moins cher objectivement nos gens. Quelqu'un disait, c'est un grand constructeur, un avionneur, on a un super ingénieur, on voulait le payer en tout début de carrière 80 000, c'est vachement bien 80 000 bruts, c'est quand même quelque chose normalement. Et bon, il y a une grande plateforme que je ne citerai pas américaine qui a proposé 800 000. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand vous êtes une sorte de pays sous-développé, vous proposez forcément des salaires de pays sous-développés, et les gens s'en vont. La difficulté à créer sur votre sol, elle n'est pas seulement réglementaire et fiscale, même si elle est aussi réglementaire et fiscale, elle est aussi que la vie se passe ailleurs. Voilà, c'est ça qui est dramatique. Et encore une fois, on s'en sortira, puisqu'on voit que toutes ces choses-là sont imbriquées, par une remise à plat, mais radicale, par une libération, comme disait Rafik, un principe de liberté qui tout d'un coup redonne de l'énergie à toutes ces énergies, de la liberté à ces énergies qui sont effectivement bien présentes. Bon, le sursaut européen est donc absolument indispensable, si je comprends bien. Il est indispensable, mais il n'est pas gagné, parce que malheureusement,
on le voit bien, quand il s'agit de sortir une norme, alors là, on est extrêmement rapide, on est extrêmement efficace, mais lorsqu'il s'agit de parler de l'avenir, on le voit dans ce cas, là, ça devient tout de suite compliqué. Mais là, on a les omnibus qui sortent quand même. Le rapport Draghi, à marche mais, forcée, avance petit à petit. On a présenté une stratégie de défense économique. Le rapport Draghi, qui les textes commencent à arriver enfin. Le rapport Draghi, qui est un excellent rapport et qui donne d'ailleurs la feuille de route, objectivement, je crois qu'on est à 14 ou 15% Oui. Donc, ça pose quand même le sujet. Et moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, et je le dis en étant... C'était avant l'été. Peut-être qu'avec les paquets qui arrivent, on va un peu accélérer quand même. Peut-être qu'on va arriver à 20%. Allez. Oui, mais enfin, pendant ce temps-là, je parlais de Shenzhen tout à l'heure, quand vous allez à Shenzhen et que vous allez dans un Fab Lab, vous arrivez avec une idée et vous ressortez avec le prototype en moins de 24 heures. Enfin, il faut juste comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas et qu'est-ce qui se passe ici. Moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, et c'est ce qui me rend un peu pessimiste, c'est que même en accords bilatéraux entre deux pays extrêmement frères, on n'est parfois pas capable de se mettre d'accord. Oui. Pour moi, l'exemple de l'avion de combat franco-allemand, le SCAF, qui n'arrive pas, alors qu'on est sur les deux premières économies de la zone euro, on devrait être main dans la main, on n'arrive pas à le faire. Parce que l'histoire n'est pas dite, la baisse n'est pas encore complètement dite, non. Mais c'est compliqué, effectivement. Jusqu'à présent, c'est pas gagné. Dernier point, il y a quelques signaux faibles aussi. Pour se réjouir en fin d'émission, Yann Lequin, par exemple, a décidé d'installer sa nouvelle start-up à Paris. Bah voilà. On termine sur une pointe d'optimisme. Non, mais on attire encore les talents, effectivement. C'est la preuve aussi, peut-être, parmi tous les écosystèmes du monde, il a choisi Paris, donc peut-être qu'il se passe quelque chose aussi dans notre pays sur ce thème-là. Mais évidemment, la France et l'Europe ne sont pas morts. On aura l'occasion d'en rediscuter. Merci à tous les trois, Erwan Tison, Rafik Smati, Olivier Babot, d'avoir participé à cette émission.